Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette webconférence organisée par le groupe UP en partenariat avec notre magazine Mouvement UP dédié à la transition écologique et sociale. Alors, comment soutenir la culture de proximité en 2021? C'est le sujet qui va nous occuper ce matin, alors que se tient en ce moment la 5e édition des Nuits de la lecture. Vous le savez, le secteur culturel est extrêmement malmené par la situation sanitaire. Et pour autant, eh bien, les citoyens et les entreprises, à travers leurs comités sociaux d'entreprise, ont un rôle à jouer pour soutenir la culture de proximité. Nous allons vous expliquer tout ça avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir d'abord Arnaud Breuil. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Vous êtes le directeur partenariat et coopération du groupe UP. C'est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire qui propose de multiples offres culturelles. On en reparlera tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Avec nous également Cédric Deslover. Vous êtes également commercial. Alors vous êtes commercial au sein du groupe UP et vous connaissez très bien les politiques culturelles des CSE. Donc vous allez nous en parler tout à l'heure également. Avec nous aussi Nathalie Iris. Bonjour Nathalie. Vous êtes propriétaire de 2 librairies en Île-de-France. Vous êtes aussi la présidente du Prix des libraires. Bienvenue. Et à vos côtés, Marie-Claire Martel, vous êtes la présidente de la COFAC qui fédère plus de 40 000 associations culturelles en France. Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, alors déjà un petit mot, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et on va vous proposer d'être en interaction avec nos invités, donc n'hésitez pas. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot avec vous Arnaud, un mot pour nous rappeler en quoi finalement le groupe UP a fait de la culture pour tous finalement un engagement depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on peut un peu recontextualiser tout ça ? Tout à fait. Merci Sandra pour la question. Tout d'abord, le groupe UP est une entreprise, ça a été dit, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est une entreprise qui est née en tant que SCOP, donc il y a bientôt 60 ans, en tout cas en 2024. Donc on a 56 ans maintenant d'existence. Et donc c'est une entreprise qui a ses racines dans l'économie sociale et solidaire, dans la démocratie participative et tous les enjeux qui ont trait au développement, au progrès social et à l'accès à des biens, donc évidemment l'alimentation, puisque notre métier premier c'était d'être émetteur de titres repas avec le chèque déjeuner. Et tout au long de notre histoire, on a effectivement inventé, développé des produits qui s'adressaient à des univers particuliers. Et donc en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, c'est évident que la relation forte que nous avons avec le secteur associatif, avec le monde de la culture, nous a orientés et nous a amené à développer et à faire ce trait d'union finalement grâce aux solutions que nous déployons entre d'un côté le monde du travail, le salariat, les entreprises et de l'autre côté ce qu'on appelle nos affiliés. Et parmi ces affiliés, aujourd'hui, on trouve de nombreux acteurs de la culture. Et notre volonté, encore aujourd'hui, peut-être plus aujourd'hui que jamais, c'est d'essayer de contribuer à soutenir ce secteur de la culture à travers de notre activité économique et donc de jouer ce rôle d'intermédiaire et de tiers et de confiance que nous pouvons faire entre d'un côté le monde du travail, les entreprises et de l'autre les acteurs culturels, quels qu'ils soient. Alors, on l'a dit, l'année 2020 a été extrêmement éprouvante pour le secteur de la culture avec cette crise sanitaire. D'ailleurs, on va vous proposer un petit sondage pour démarrer, que vous verrez, je pense, dans l'onglet sondage, pour vous demander justement quelles pratiques culturelles vous ont le plus manqué, vous qui nous regardez en 2020. Puis on donnera tout à l'heure, en fin de webinaire, on vous donnera les résultats. Ça sera l'occasion de faire un point par rapport à tout ça. Alors, je commence par vous, Nathalie. Vous êtes libraire. Le secteur a été à la fois un peu malmené, à la fois on a vu ces longues files d'attente de gens qui se sont rués vers les librairies pour faire des stocks avant les confinements successifs. Comment vous avez vécu en tant que professionnel de la culture cette année 2020 ? Alors on l'a vécu évidemment comme tout le monde, comme un énorme bouleversement. Alors il y a eu en fait, on peut dire qu'il y a eu 2 choses. D'une part, effectivement, comme vous l'avez dit, les gens, on a vu un afflux massif de personnes qui se sont tournées vers le livre, et donc ça a été formidable. Sauf que cet afflux massif, finalement, a été freiné par le fait que finalement l'État a considéré que la librairie, que les livres
n'était pas un bien essentiel. Et donc, à partir de là, ça a été très, très compliqué. On a dû, en fait, à la fois faire face effectivement à un afflux de demandes de livres, et puis en même temps, cette privation d'accès à un lieu culturel qu'est la librairie. Alors, après, on a vu aussi que suivant les tailles de librairies, l'impact a été très différent. C'est-à-dire que dans des librairies de taille petite et moyenne qui ont fait ce qu'on appelle donc du click and collect, ça a vraiment très bien marché. Et puis par contre, ce sont les librairies de plus grande surface, superficie, qui n'ont pas pu en fait faire ce click and collect. C'était trop compliqué pour elles et donc qui en ont pâti. Donc aujourd'hui, finalement, ce qu'on voit, c'est que le livre est au centre de la culture parce que c'est le seul moyen de se cultiver aujourd'hui de manière, voilà, le livre est au centre. Et puis en même temps, eh bien, on est quand même relégué comme étant un bien non essentiel. Donc on le vit pas très bien. Alors, je me tourne vers vous, Marie-Claire, hein, pour parler de ces associations, de ce tissu associatif culturel qui est très, on va dire, vivant en France. Hein. Parlez-nous peut-être pour resituer un peu de la COFAC, de son rôle, et après peut-être aussi voir comment ces associations sur le terrain en France ont vécu cette crise sanitaire. La COFAC, c'est une coordination de fédérations associatives qui viennent de tous les champs de la culture, du patrimoine, du spectacle vivant, du livre et de la lecture, des radios et télévisions participatives, des musées, des écoles de musique, de danse, de théâtre, des fanfares. Voilà. Il y en a en tout, en France, il y en a 320 000. Il y en a 40 000 qui sont regroupés à la COFAC. Mais la COFAC est au service de l'ensemble du secteur et donc pendant cette crise, nous avons en fait notre rôle était de permettre à l'ensemble des associations culturelles françaises de pouvoir s'insérer dans les politiques publiques qui leur étaient dédiées ou pas, et donc de pouvoir appliquer les mesures, de comprendre les décrets emboîtés les uns dans les autres et de poursuivre au mieux, quand c'était possible, leur activité et quand c'était pas possible, eh bien, de pouvoir, comme n'importe quelle entreprise, mettre leurs salariés au chômage partiel, d'abord avoir droit au chômage partiel, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Enfin voilà, notre rôle, c'est vraiment de défendre le secteur et de porter la voix du secteur. Alors, les associations culturelles, à l'heure actuelle, il y en a énormément qui sont fermées sans activité. Les musées sont fermés. Certaines écoles de pratique artistique n'ont pas réussi encore à rouvrir. Malgré le décret qui leur permet, ou bien ont ouvert de façon très réduite dans la journée, alors qu'elles doivent pouvoir déroger au couvre-feu. Enfin voilà, en fait, il y a quasiment autant de situations que d'associations sur le territoire. Donc, on a, dès le premier jour, ouvert une foire aux questions dans laquelle les associations peuvent poser leurs questions juridiques, pratiques, etc. Voilà, on a aussi des partenariats, que ce soit avec le groupe UP ou avec d'autres entreprises, pour, eh bien, par exemple, éditer un guide du vote en ligne, éditer, enfin voilà, des choses qui facilitent la vie des associations, en fait. Aujourd'hui, pardon. Pardon. Non, mais justement, je me posais la question si aujourd'hui, après un an là de difficultés avec les confinements successifs, ces associations sont vraiment en danger pour certaines, hein, leur existence même. Alors, elles sont en danger de deux manières, je pense. La première, par la lassitude des bénévoles qui les font vivre et qui sont en fait des employeurs bénévoles. Donc, c'est très compliqué pour eux. Ils ont les mêmes obligations que n'importe quel chef d'entreprise. Les consignes changent sans arrêt. Il y a une usure qui s'installe. Elles sont en danger. Elles sont en danger parce que là aussi, la culture étant non essentielle pour les pouvoirs publics, les journalistes et tous ceux qui relayent ce message,
il faut quand même comprendre que pour un artiste ou un citoyen engagé dans la culture, cette phrase, ou un professionnel de la culture comme un libraire, cette phrase, elle est comme un coup de poing dans la figure, plus qu'un coup de poing dans la figure pour les artistes notamment, parce que quand on devient artiste, on engage toute sa personne dans l'art. Et en fait, quand on vous renvoie que la culture n'est pas essentielle, on vous renvoie que vous n'êtes pas essentiel. Et donc, ça atteint directement l'identité même de la personne. C'est d'une violence extrême. Et donc, beaucoup de bénévoles engagés qui portent des associations culturelles le font eux aussi de manière tout à fait totale, mais comme aussi d'autres syndicalistes peuvent le faire. Et donc, ce message, il est extrêmement violent. Et le troisième risque, c'est le désengagement des Français de la culture par changement d'habitude. C'est plus facile de se connecter sur Netflix que d'aller au cinéma. C'est plus facile, c'est pas la même chose, mais c'est plus facile. Pratiquer un instrument de musique, c'est une discipline. Donc, c'est comme quand on fait du sport. Quand on arrête pendant un certain temps, eh bien, s'y remettre, c'est très ingrat parce que on ne joue plus juste, on joue moins bien qu'avant. C'est difficile, et donc c'est difficile de s'y remettre. Et ce que l'on craint, ce sont vraiment des désinvestissements, des désengagements des associations aujourd'hui. Elles ont vraiment besoin que tout le monde continue à pratiquer, à adhérer et à trouver tous les moyens, tous les palliatifs possibles pour continuer à se réunir. Voilà. Et tout ça induit évidemment des conséquences à la fois économiques graves, puisque les associations emploient 300 000 personnes en France. Les associations culturelles, c'est 300 000 emplois. Et puis, évidemment, un risque démocratique majeur parce que une population qui se déculture, si on peut utiliser ce mot, qui ne pratique plus ce lien social fort, qui ne pratique plus la constitution d'un commun et d'une identité culturelle commune, eh bien, il y a un risque démocratique évident contre lequel nous sommes totalement mobilisés et je dois dire sans doute au premier chef mobilisés. Oui, et puis, si je peux juste... Oui, juste ajouter quelque chose, parce qu'évidemment, je suis tellement d'accord avec tout ce que dit Marie-Claire, mais en plus, on veut nous faire croire que, par justement des Zooms, des Netflix, et ça, c'est la même chose. Mais non, ça n'est pas la même chose. Et donc, c'est là aussi qu'est le danger, je pense, c'est-à-dire qu'on est en train de leurrer la population. Oui, parce qu'il faut bien repréciser, finalement, se cultiver, c'est bien plus que se divertir. Il s'agit d'autre chose. Là, on a l'impression effectivement qu'on parle de divertissement quand on parle de culture aujourd'hui. Or, on en parlait quand on a préparé ce webinaire. La culture, c'est pas ça. La culture, ça nous parle du lien avec l'autre. Et c'est tout ça finalement qui nous manque peut-être, non, Nathalie, vous en parliez dans vos librairies. On vient pas que juste acheter un livre. Non, bien sûr, on vient aussi pour l'échange, on vient pour le partage, on vient en fait pour toutes les ondes qu'on peut ressentir, et ça c'est encore plus vrai dans le théâtre et le spectacle vivant d'ailleurs. Voilà, on vient pas seulement en librairie chercher un livre, on va pas seulement au théâtre voir un spectacle, on vient partager des choses. Et ce partage est lui-même enrichissant et nourrissant. Et donc, évidemment, j'emploie le terme de nourrissant parce qu'on a besoin de se nourrir. Et si on ne se nourrit pas, on meurt. Voilà, je pense que vraiment, oui, évidemment, moi, je suis très en colère. Alors, j'ai la chance que les librairies restent ouvertes pour l'instant. Cela dit, s'il y a un prochain confinement, je ne fais aucune illusion, elles vont rester fermées. Et voilà. Et donc, comment, alors que la France a quand même une tradition culturelle énorme, alors qu'on a un président de la République qui nous dit que la culture devrait être au centre de la vie, dans les faits, ça ne se voit pas. Donc, oui, la culture est un bien essentiel. J'aime même pas trop ce terme de essentiel. En fait, finalement, ça ne veut rien dire. Voilà, il faut ouvrir les librairies, il faut ouvrir les cinémas, il faut rouvrir les théâtres, et puis c'est comme ça. Voilà quel est mon credo en quelque sorte. Oui, parce que
Se distraire, c'est juste penser à autre chose. Se cultiver, c'est pas du tout penser à autre chose. C'est penser sa vie, au contraire, et penser sa vie avec les autres. On pourrait presque dire que c'est antinomique, en réalité, la culture et la distraction. Ah bah, Oui, c'est vrai. C'est une belle précision, en tout cas. Ouais. Et puis, juste pour terminer, je pense aussi que ça va être très clivant parce que on a un peu l'impression que finalement la culture, elle est reléguée pour les élites. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est pas ça, c'est bien plus que ça. Et donc, on va priver justement, notamment des enfants, des collégiens, d'aller au spectacle. Et donc, il y a toute une partie éducative de la culture, vraiment qu'on sabre complètement. Ouais, c'est un autre aspect. Et puis, ça résonne avec toutes ces associations culturelles, dont vous parliez, Marie-Claire, puisqu'on va les voir pour se former, pour apprendre de jouer d'un instrument, pour faire du théâtre, pour apprendre à dessiner. Tout ça, c'est en stand-by depuis quelques mois. Alors, c'est pas vraiment en stand-by parce que les professeurs ont trouvé beaucoup de manières de contourner le confinement, de contourner les difficultés de circulation, qui ont adapté toutes les mesures. Il y a des efforts, mais colossaux d'inventivité qui ont été déployés. Mais il y a surtout cette absence de prise en compte et cette absence de visualisation de l'écosystème culturel. En France, la culture est très particulière. Je dirais même que le secteur associatif français est très particulier par rapport aux autres pays, puisque il y a d'autres pays comme l'Italie qui se sont construits autour de leur coopérative, mais la France, elle a beaucoup construit sa fraternité autour de l'association. C'est deux formes d'associativité, deux formes de coopération, mais c'est deux formes juridiques différentes. Et dans la culture, c'est particulièrement vrai, puisque par exemple, si on prend l'enseignement artistique, il est à 15% public, c'est-à-dire les conservatoires, et il est à 85% associatif, bénévole, non lucratif. Or, les pouvoirs publics ne raisonnent qu'avec les 15%. Et donc, ça explique qu'ils ont oublié de fermer les écoles de musique au début du confinement, qu'ils ont oublié qu'on avait des salariés. Enfin, voilà. Et donc, on n'est pas dans le grand schéma, en fait. Et donc, il y a des difficultés, mais sans nom qui en découlent. Et les présidents, les responsables associatifs, aujourd'hui, sont d'un courage absolument incroyable. Ils reviennent sans arrêt, ils s'adaptent sans arrêt, ils sont bénévoles, ils n'en tirent aucune satisfaction financière. Et je pense que si on a gagné quelque chose dans cette crise, et je pense qu'on a gagné quelque chose, c'est cette solidarité incroyable qui se fait jour entre différents acteurs économiques, dans le monde de l'ESS, l'entraide entre les différents acteurs. On a gagné aussi de la solidarité entre associatifs, énormément, et on le voit beaucoup, que ce soit à la COFAC ou au mouvement associatif qui regroupe tous les secteurs associatifs français, comme le Comité national olympique, la COFAC, l'UNAF, l'UNIOPS, qui sont peut-être des sigles qui vous parlent. Et on le voit aujourd'hui, il y a une solidarité qui est beaucoup plus forte qu'avant entre tous ces acteurs engagés qui ont conscience que le confinement abîme quelque chose de notre société que l'on ne voit pas, qui est l'entraide, le lien social. On a aujourd'hui en France 6 millions de personnes isolées, totalement isolées socialement, qui ne voient personne, qui ne parlent à personne. Et donc, tout ça sont des risques que l'on a du mal à percevoir et pourtant qui sont pris en charge par ces citoyens engagés. Oui, et je rajoute juste quelque chose, c'est que on se souvient du premier discours finalement du président de la République qui disait « Nous allons vous aider quoi qu'il en coûte ». Aujourd'hui, ce quoi qu'il en coûte n'est pas un quoi qu'il en coûte financier. Enfin oui, c'est un quoi qu'il en coûte financier, mais ce qu'on ne dit pas, c'est quoi qu'il en coûte humainement, quoi qu'il en coûte moralement. Et ce coût-là, à mon avis, il est beaucoup plus élevé et beaucoup plus important et beaucoup plus tragique que tous les autres coûts financiers. Alors, pardon. Je rebondis parce qu'on a des questions justement pour savoir comment soutenir la culture. Alors, j'ai une question notamment de Frédéric là, qui représente un CE. Elle nous demande quelles actions concrètes pouvons-nous mettre en place pour soutenir la culture, hormis les chèques culture que nous subventionnons déjà. Alors, je ne sais pas qui veut répondre, si Cédric a quelque chose à dire peut-être là-dessus. Voilà, dites-moi, qui a envie de
au niveau des actions concrètes, au niveau de Up, alors il y a le petit micro activé, voilà. Je pense que Cédric va pouvoir apporter des illustrations concrètes d'ailleurs, je crois qu'il vient de le micro. Quelques illustrations très concrètes d'actions qui ont été mises en place par les CSE que nous avons pu accompagner au cours de cette année vraiment très très particulière que nous venons de vivre. Et donc le but aussi de webinaire, c'est justement de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques qui ont été mises en place avec du dialogue social dans les entreprises pour pouvoir permettre le secteur de la culture et lui permettre de se porter aussi sur le développement. Oui, alors je vais prendre la main. Oui, effectivement, pour répondre à la question, merci Arnaud, pour répondre à la question de Frédéric, il y a une multitude de possibilités aujourd'hui au travers de nos dispositifs accès à la que nous proposons pour les comités socio-économiques. Nous avons des solutions, le chèque culture, le chèque lire, qui fait partie aujourd'hui de nos solutions phares pour aider aujourd'hui toutes les familles à aider la culture dans un sens très large. Et sur ces dispositifs, aujourd'hui, nous avons nos partenaires en première ligne qui sont les libraires de France, qui font partie aujourd'hui d'un accompagnement fort, à la fois sur la partie économique et aussi sur les enjeux locaux qui sont supportés à la fois par le groupe UP et par les élus qui composent aujourd'hui les comités socio-économiques. Donc, il y a plusieurs variantes aujourd'hui pour permettre d'accéder à la culture. Vous avez des opérations à la fois ponctuelles qui permettent aux comités socio-économiques d'offrir une dotation sous la forme d'un chèque culture ou d'un chèque lire, ou de proposer aujourd'hui une totale liberté en accès en billetterie culturelle toute l'année, avec une participation du comité social-économique qui va permettre aujourd'hui aux familles modestes ou à toutes les familles d'accéder à la culture et de permettre de donner un nouvel élan à tout cet univers culturel qui est composé des libraires, des acteurs qui concernent le loisir et le divertissement. Et il y a une. On a aussi un axe fort sur la fin d'année, c'est l'accès à la rentrée scolaire, où nous accompagnons aussi toutes les familles socio-économiques sur l'accompagnement d'achats livres scolaires et d'autres articles, parce qu'on sait qu'il y a une forme d'inégalité aujourd'hui sur différents budgets familiaux. C'est que les familles modestes n'ont pas les moyens aujourd'hui de pouvoir avoir suffisamment de budget pour orienter aujourd'hui ou donner l'accès à la culture à des familles modestes. Donc aujourd'hui, les comités socio-économiques sont des acteurs forts sur le secteur et vont permettre aujourd'hui de donner un accès plus simple. Marie-Claire, on en parlait, sur cette question de comment soutenir au niveau local la culture. Là, vous aviez quelques pistes de réflexion pour bien comprendre qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent être mobilisés et que l'entreprise aussi ou les CSE ont leur rôle à jouer. Les CSE ont évidemment j'ai un écho tout à coup. Je ne sais pas vous, mais si c'est que moi, je continue. Les CSE ont évidemment un rôle majeur à jouer dans la reprise culturelle et aussi dans la façon dont on considère la culture dans ce pays. Pas seulement comme une culture purement de divertissement, en fait. Et le fait que le groupe UP propose à travers ces chèques culture de pouvoir accéder à d'autres formes de culture, y compris associatives. Et je pense par exemple au séjour de restauration du patrimoine de l'association Rempart. On peut partir quand on est un jeune, un adulte, pour une semaine pour à peine un peu plus d'une centaine d'euros. Finançable par les chèques culture. Donc,
cette culture-là, cette appropriation-là, cette façon de vivre ensemble, évidemment, les CSE ont un rôle à jouer majeur dedans, dans l'émancipation et dans la participation à l'émancipation des salariés. Sur le territoire, il y a évidemment d'autres manières de favoriser cette culture à faire ensemble et à vivre ensemble. On peut proposer, par exemple, à ces salariés de participer bénévolement à un conseil d'administration associatif, à un bureau associatif. Quand on a des compétences en termes de comptabilité, par exemple, les associations cherchent des trésoriers tous les jours. Il y a moyen de faire des choses avec. Et il y a moyen de faire des choses à la fois avec l'entreprise, avec elle-même, avec ses salariés, mais aussi entre associations, entre coopératives et associations. Dans le monde même de l'ESS, la coopération pourrait être encore plus forte qu'aujourd'hui, évidemment. Et il ne faut pas, je pense, penser uniquement en termes de coopération financière. Je pense que c'est un biais, auquel nous conduit notre société. Mais il y a bien d'autres manières de coopérer que de coopérer financièrement, évidemment. Alors, on a une question de Agnès qui se pose la question si le chèque culture, on peut le restreindre. Est-ce qu'on pourrait restreindre leur usage et, par exemple, éviter les grandes surfaces comme Leclerc, etc. Arnaud ou Cédric, que répondre à Agnès sur ce sujet? Alors, je vais laisser Cédric répondre à cette question. Et du coup, je m'autorise, qu'il y en avait une autre qui était posée par Aurélie, qui, je pense, est complémentaire. Donc, je suis trésorière d'un CSE et nous faisons des actions qui rentrent dans les règles d'exonération du plafond URSSAF. Savez-vous si, pour soutenir le milieu culturel, ces cultures peuvent ne pas entrer dans ce plafond? Et la réponse est apportée parce que les cultures font partie justement d'une exception aux règles de l'URSSAF et ne sont pas, contrairement aux cadeaux on va dire universels, plafonnés. Mais je vais laisser Cédric répondre à la suite de la question. Alors, pour répondre à la question, notre priorité aujourd'hui, c'est d'accompagner aussi les libraires de France qui sont nos partenaires numéro 1 sur les solutions culture, chèque lire du groupe UP. C'est aujourd'hui pour nous un effort pour permettre au niveau de nos bénéficiaires d'accéder à la culture plus simplement au travers de nos libraires présents dans les villages, dans les villes et à proximité. Bien évidemment, nous avons des partenaires nationaux, mais orientés uniquement culture. Nous ne travaillons pas aujourd'hui avec des grandes enseignes qui n'ont pas on va dire, cette attribution uniquement culturelle. Donc, on fait vraiment attention et on garde le même cap sur toutes nos options culturelles, de proposer toujours un accès à la culture de proximité. C'est pour ça qu'on développe fortement nos partenaires de libraires qui sont, comme je le disais tout à l'heure, en première ligne. Oui, Nathalie? Oui, je voulais juste intervenir plutôt là en tant que présidente du prix des libraires où voilà, effectivement, je pense qu'il est important aussi de dire à l'ensemble des libraires combien finalement c'est facile et c'est gagnant-gagnant d'accepter des chèques lire quoi et d'ailleurs des chèques culture. Alors voilà, et de plus en plus justement en ce moment, on reçoit des chèques lire et aussi des chèques culture de la part de nos clients, je pense parce qu'ils ne peuvent pas les dépenser de manière culturelle. Donc voilà, comment faire cette différence, comment peut-être que c'est à nous libraires de dire oui, vous savez, est-ce que vous connaissez la différence entre les chèques culture et les chèques lire? Est-ce que vous savez que bon, nous on prend vos chèques culture, mais est-ce que vous savez aussi que vous pouvez les utiliser pour autre chose? Et c'est vrai que moi personnellement, je ne sais pas très bien où réorienter éventuellement les chèques culture, voilà. Et pour revenir à la première partie de ce que je disais, je pense qu'il y a un vrai travail aussi auprès des libraires à dire c'est vraiment tellement facile de pouvoir s'affilier au chèque culture, parce qu'il faut quand même s'affilier
pour les accepter. Voilà, il y a peut-être un travail là-dessus. Oui. Encore combien de libraires vous avez en prospection, mais peut-être faire une campagne là-dessus, peut-être aussi une campagne auprès du grand public. Je ne sais pas si vous en avez les moyens, mais dans le métro ou autre, pour bien mettre en valeur le chèque lire et le chèque culture. Merci Nathalie. Effectivement, alors nous avons des sites internet qui permettent aujourd'hui d'aller se documenter pour savoir comment s'affilier, comment accepter le chèque culture et le chèque lire. Il y a longtemps, le chèque lire était la solution phare et il est toujours orienté sur l'accès à la culture au travers de nos partenaires libraires. Le chèque culture était orienté il y a quelque temps sur l'accès aux loisirs et aux sorties. Maintenant, aujourd'hui, pour donner beaucoup plus de possibilités à l'ensemble de nos CSE et aussi aux familles, le chèque culture s'oriente aujourd'hui aussi sur l'accès aux libraires. Donc, c'est une forme générique du chèque culture, d'accord, qui s'oriente à la fois sur l'équipement matériel et les sorties loisirs. Nous avons gardé le chèque lire parce que c'est une force pour le groupe UP et une demande forte des acteurs locaux et nos représentants des organisations syndicales et les comités socio-économiques de garder une solution phare qui permet uniquement d'orienter les actions liées à l'équipement culturel de par notre chèque lire. Donc aujourd'hui, le chèque lire et le chèque culture permet aujourd'hui un accès de proximité au travers de notre réseau de libraires. Alors, bon, il y a pas mal de questions peut-être assez précises. Je vous laisse voir, Arnaud, s'il y a des réponses peut-être spécifiques à apporter. Il y en a plusieurs de spécifiques. Je voulais revenir d'abord sur un élément qui a trait à ce qu'ont dit Nathalie et Marie-Claire, qui à mon avis est aussi important. C'est qu'il y a bien évidemment toute l'action que nous menons au travers avec les CSE et qui permet effectivement d'orienter la politique des CSE vers j'aime pas le terme, mais vers des produits culturels à plus forte valeur ajoutée. Donc, il est évident, et on l'a vu, il y a quelques questions qui ont porté sur cette question-là, en disant, mais le réseau des chèques cadeaux, notamment certains qu'on appelle chèques cadeaux culturels, est orienté, est universel. Il est évident que, en tout cas, le point de vue de Hub, ça a été de ne pas restreindre les réseaux d'acceptation, mais plutôt de favoriser un choix de consommation vers notamment des librairies de proximité plutôt que vers des grands réseaux de distribution qui ont tendance, on va dire, à faire plutôt de l'universel. Donc ça, c'est la première des remarques. Et la deuxième, par rapport au point de Marie-Claire, c'est le fait qu'on a aussi des partenariats justement avec la COFAC, par exemple. Et ensemble, on mène des actions de plaidoyer aussi pour favoriser l'évolution de la réglementation au travers d'un certain nombre de solutions, et je pense bien sûr au Pass Culture. Donc c'est un travail de longue haleine qu'on essaie de mener conjointement avec le secteur associatif, avec la COFAC, avec le mouvement associatif, pour faire en sorte à ce que ces politiques évoluent. Et donc nous ne sommes pas nous pour contourner la loi, ou en tout cas dire ou imposer des modes de consommation, notamment en CSE, mais plutôt de les aider à les accompagner dans ces choix qui vont vers de la mieux-disance. Et ça, c'est un point important qu'il faut rappeler. La capacité qu'on a en tant qu'intermédiaire, tiers de confiance, comme les Up, vis-à-vis de ces entreprises, vis-à-vis du monde du travail, doit leur permettre de garder ce choix. Mais on le voit bien que en 2020, et c'est encore le cas aujourd'hui avec la situation sanitaire que nous connaissons, qu'il y a une volonté de plus en plus importante de la part des élus, que sont les élus, les IRP, les élus dans les CSE, vers une volonté d'orienter la consommation vers davantage de responsabilité sur le plan social et sociétal. Et donc, bien sûr, sociétal inclut le culturel. Alors, justement, par rapport à ces élus, vous dites qu'ils sont de plus en plus ouverts, mais ceux qui auraient encore peut-être un peu des réticences, comment lever les freins, parce qu'ils peuvent très bien se dire, écoutez, vu que la culture, elle est sous clé en ce moment, à quoi bon donner des chèques culture à mes salariés? Vous voyez, il peut y avoir aussi une réaction comme ça. À ces élus-là, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, justement? Je vais répondre par un exemple très, très simple qu'on a eu, en fait, à la sortie du premier confinement.
On avait organisé un webinaire justement, mais alors plutôt sur le sens de la politique sociale des élus, des ASC, et on avait invité des acteurs du tourisme social. Et c'était évident que beaucoup de CSE ont tout simplement, purement et simplement annulé les séjours qui étaient programmés dans le cadre des CSE parce qu'ils n'avaient pas de visibilité. Et donc, il y a eu un effet absolument terrible pour ces structures-là, notamment dans le cadre du tourisme social, puisqu'ils sortaient d'un confinement et toutes les perspectives qu'ils avaient de redémarrage de l'activité pendant les mois d'été étaient en grande partie battues en brèche, puisqu'on avait des annulations qui, pour certains secteurs, allaient jusqu'à 80%, alors qu'ils avaient la possibilité de rouvrir. Et donc, ce que l'on a fait dans le cadre de ce webinaire qui a été ensuite poursuivi, c'était justement de faire un appel aux élus de CSE pour qu'ils n'annulent pas les séjours, notamment dans le cadre du tourisme social, les séjours de vacances, pour pouvoir permettre d'apporter de la visibilité au secteur du tourisme social. Là, j'ai envie de dire, c'est pratiquement la même chose qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. On sait tous qu'on a quand même malgré tout et malheureusement des risques d'être reconfinés. C'est comment ensemble, que ce soit d'un côté, et je les ai toutes les deux en face de moi, je vois Marie-Claire et Nathalie, on arrive à imaginer des solutions qui permettent, si jamais demain on était reconfiné, on arrive à trouver des solutions qui permettent de malgré tout donner de la visibilité, en tout cas de garder allumée la lumière au bout du tunnel pour permettre aux acteurs de la culture et donc de préserver le pouvoir d'achat orienté que représente l'utilisation de ces titres. Et donc, nous, évidemment, on jouerait ce rôle, comme on l'a joué, par exemple, sur les titres cadeaux ou sur les titres repas, en allongeant et même en anticipant l'évolution de la réglementation, la durée d'utilisation de ces titres, qui, vous le savez, est normalement limitée dans le temps. Ce qui permet aussi de se projeter et de se dire, bon, OK, on est fermé aujourd'hui, mais demain, on a un chiffre d'affaires potentiel qui arrivera grâce au fait que on sait que les élus de CSE ou les entreprises, parce qu'on parle beaucoup des élus de CSE, mais il y a aussi les entreprises qui peuvent le commander directement, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés, et donc d'orienter et donc d'acheter d'une certaine façon des chèques culture qui permettront d'apporter de la visibilité en termes d'activité pour les secteurs concernés. Marie-Claire, Nathalie, ce sont des mesures qui pourraient, qui répondraient à vos besoins, à chacune? Alors, enfin, en tout cas, je vais répondre juste très brièvement. Oui, alors moi, je suis moins impactée, puisqu'évidemment, bon, il reste quand même les chèques LIR qui sont largement utilisés. Néanmoins, moi, je ne roule pas que pour le livre, je roule vraiment pour la culture. Oui, moi, personnellement, j'en parlais d'ailleurs avec Élise la semaine dernière, j'ai envie d'envisager des solutions avec le groupe Up. Voilà, donc je suis en réflexion. Voilà. Oui, on a fait beaucoup de progrès en termes de dématérialisation pendant le premier confinement, mais je pense qu'on est très très loin d'être au bout de nos efforts. On a besoin de former tous les responsables associatifs à ces outils modernes et à leur trouver, enfin, à les aider à trouver des moyens de fonctionner sur le long cours, parce que ça commence à être vraiment du long cours. Et puis, il y a toujours des choses qu'on peut faire. On peut parfaitement acheter un instrument de musique. Il y a des choses qu'on peut quand même faire. Il n'y a pas que les livres que l'on peut acheter, même confinés. Voilà. D'ailleurs, oui, je vous interromps juste 2 minutes, mais on peut aussi acheter des spectacles sur Internet. On peut très bien s'inscrire, j'imagine, avec les chèques culture, en payant avec des chèques culture, pour un moment d'opéra ou un moment de danse. Voilà. Après, ça reste du dématérialisé et il faut anticiper la sortie, parce que le risque de cette dématérialisation, évidemment, c'est une certaine déshabitude ou déshabituation de se retrouver ensemble pour partager de la culture. Le risque, il est encore plus large que ça, c'est que on risque de passer de la peur du virus à la peur du corps, à la peur du corps de l'autre, à la peur de l'autre tout court. Et la culture peut nous permettre justement de lutter contre ça. Donc, c'est extrêmement important. Et effectivement, il faut préparer la sortie. La sortie va être très embouteillée.
spectacle vivant une année de spectacle en retard. On nous a fait reporter, puis reporter, puis reporter, puis reporter. Ce qui fait que de toute façon, en année de sortie, on ne pourra jamais faire 2 années en une. Donc, il va y avoir une sorte d'embouteillage, mais il y aura aussi besoin que pour les artistes notamment, que les gens retournent au spectacle et que ça soit du théâtre professionnel ou du théâtre amateur. On a besoin que les gens retournent pratiquer et partager ensemble cette culture. Donc oui, il y a des choses à prévoir pour la sortie et avoir un partenaire comme Up, c'est très rassurant. Alors, je rebondis parce que figurez-vous que nous avons le résultat du petit sondage de tout à l'heure. Quelles sont les pratiques culturelles qui vous ont le plus manqué en 2020 ? Eh bien, à 36%, donc majoritairement, on nous parle du théâtre, des concerts, donc le spectacle vivant, le cinéma, ensuite les expos, les cours et les ateliers, les libraires et les médiathèques. Donc, on sent bien que ça nous manque quand même. On est des êtres humains, on a besoin de ce lien, d'être avec les autres. Vous en parliez très bien, Marie-Claire et Nathalie. Alors, je rebondis aussi parce qu'il y a Stéphane qui nous informe de France TV qui vient d'annoncer donc un lancement d'une chaîne TV éphémère dédiée à la culture et au spectacle vivant et aux artistes. Donc, ça sera gratuit. Une solution parmi d'autres, nous dit-il. Merci Stéphane de nous proposer cette solution. C'est vrai que garder le lien à distance, ça c'est vraiment le gros enjeu, parce qu'on est là tous derrière nos écrans depuis presque 1 an, par intermittence. Vous le disiez, la crainte de la peur de l'autre, ça c'est aussi un enjeu. Donc derrière la culture, il y a l'enjeu social, sociétal. C'est ça qui, je pense, qui est aussi très important de rappeler. Mais c'est ce qui nous fait le plus peur et c'est sur quoi on est le plus mobilisé quand on voit le résultat de votre sondage. En fait, les cours et ateliers, et les librairies et médiathèques sont ceux qui manquent le moins. C'est normal, c'est ce qui est resté un peu ouvert. Donc forcément, ça manque moins. Après, le fait qu'il y ait une chaîne gratuite, c'est très bien parce que c'est de l'accès à la culture et ça compense. Mais il y a un risque. Il y a un risque du tout numérique et il y a un risque de laisser croire que la culture, c'est gratuit. Or, la culture, c'est aussi des salariés. Il y en a plein derrière. Pour une personne sur scène, il y en a une quinzaine à l'arrière. Ce sont des familles qui vivent avec la culture. Et le fait de laisser penser que la culture, c'est gratuit est une chose dangereuse. Dangereuse parce que la culture, c'est d'abord un travail. Et Dieu sait si être artiste demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail caché, masqué, secret, mais un travail de toute la vie, en fait, qui commence souvent très tôt. Les musiciens ont commencé leur carrière de musicien à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Il y a très peu de musiciens professionnels qui n'ont, en tout cas dans la musique classique, qui n'ont pas commencé enfant. Ce sont des formations qui durent une quinzaine d'années. C'est du travail sans cesse. Et donc, des choses gratuites, oui, parce que c'est un palliatif nécessaire en ce moment, mais surtout ne nous installons pas, surtout dans cette idée qu'il pourrait y avoir du travail gratuit. Je suis à peu près certaine que tous nos auditeurs et spectateurs partagent largement cette attention. Nathalie, oui, en tout cas, oui, j'abonde vraiment dans le sens de Marie-Claire, voilà. Et juste pour rajouter encore une dernière chose, oui, alors oui, c'est très bien parce que une chaîne dédiée à la culture, c'est très bien, mais de quelle culture va-t-on parler? Est-ce qu'on va pas voir un peu toujours les mêmes? Voilà quoi. Il faut pas oublier que, le spectacle vivant, ça veut aussi dire le spectacle est vivant. Je voyais une affiche l'autre jour et je trouvais que c'était tellement vrai. Le spectacle est vivant. Et on oublie souvent peut-être ce verbe « on est », le spectacle est quelque chose. Mais de toute façon, si on va au spectacle, et ça, on ne peut pas le ressentir sur un écran, c'est pour être confronté au corps de l'artiste. Quand on est dans un concert de musique classique, par exemple, on est suspendu à l'archet du premier violon au moment où il va attaquer et respirer. Quand on est à un spectacle de théâtre, quand un comédien s'emporte, s'énerve, évidemment que notre rythme cardiaque, notre propre rythme cardiaque s'accélère et il s'accélère au même rythme que celui de notre voisin de fauteuil. C'est vivre ensemble
que pratiquer la culture. Et ça, on l'aura jamais derrière un écran. Et c'est un vrai risque aujourd'hui. Et je pense qu'il faut le dire, il faut le redire et le dire autour de nous. Et il faudra retourner. Après, la culture, c'est pas seulement cette culture entre guillemets élitiste qu'il y aura peut-être sur cette chaîne de France TV. Et celle-là, elle est très essentielle. On a à la partager et c'est le devoir d'un gouvernement que de partager cette culture-là. Mais il y a aussi la culture, j'ai envie de dire, la culture de tous les jours, la culture de tous les Français, celle qu'on méprise beaucoup, que certains méprisent beaucoup. Je pense aux fêtes et spectacles historiques qui, à chaque fois, sont présents à l'Atrium du groupe Up. Ce sont des gens qui passent leur année à fabriquer des costumes, à répéter des spectacles, qui font travailler environ 300 personnes autour, qui ouvrent leur ville, qui en général est une ville médiévale, et qui partagent des moments qui sont à la fois des moments de distraction, mais aussi des moments de culture, parce que c'est de la distraction ensemble. Et ils le font bénévolement, voilà. Et ça fait partie des choses qu'on peut acheter en prévision de la réouverture avec un chèque culture. Ils sont déjà référencés, par exemple, dans les chèques culture, de même que beaucoup des stages de rempart, par exemple, de même que les MJC. On peut déjà réserver des spectacles de MJC, on peut déjà aller à ces cours ou prendre des cours. Il y a des choses qu'on peut continuer à faire et qu'il faut anticiper, évidemment. Nous essayons d'anticiper au plus possible. Oui, en fait, juste ce que vous disiez me faisait penser aussi au fait que moi, je vois dans mes librairies, quand les gens viennent avec leur chèque culture, en fait, ils ont le sourire, ils ont quelque chose. Donc, il y a aussi ce que vous disiez, Marie-Claire, c'est-à-dire, voilà, je suis content, j'ai du pouvoir d'achat culturel. Et ça, ce sourire qui est avec le chèque lire ou le chèque culture, voilà, je pense peut-être qu'il faut au niveau du groupe Up en faire quelque chose. C'est-à-dire que, voilà, le chèque culture, le chèque lire, c'est plus que du pouvoir d'achat, c'est du pouvoir d'achat avec le sourire. Et ça, Amazon et autres ne le donnera jamais. Et le spectacle vivant, c'est ça aussi. Et je pense que c'est très important ce que vous venez de dire, parce que il y a des travailleurs pauvres, il y a des travailleurs pauvres en France, beaucoup. Il y a principalement des femmes seules avec des enfants. Il faut quand même comprendre que la première chose, quand on est pauvre, entre guillemets, même si on est travailleur, la première conséquence, c'est que nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix de rien. C'est-à-dire qu'on achète les choses les moins chères, on achète les vêtements les moins chers. Il n'y a pas de choix. Le chèque culture ou le chèque livre, il rend ce choix. Et rendre ce choix-là contribue aussi à faire que, effectivement, avoir le choix, se sentir digne de choisir sa propre culture, de faire ce choix-là, eh bien, ça renforce évidemment la personne elle-même dans toutes ses dimensions, en fait. Donc, c'est une belle chose. Arnaud, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure ? J'avais branché le micro et bien en fait, j'ai écouté Nathalie et Marie-Claire. Je pense qu'on on aurait pu continuer à les écouter encore longtemps. En tout cas, merci pour vos témoignages. J'avais une question qui était plus pratico-pratique, mais qu'il est important de rappeler. Alors, je l'ai perdu dans le film, mais je crois que c'était Aurélie. Oui, c'est ça, Aurélie Revol, qui nous dit, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des CSE, qui offrent des chèques culture aux salariés. Les employeurs, quels qu'ils soient, peuvent acheter des chèques culture pour leurs salariés. La réponse est oui, 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 oui. Moi-même, dirigeant d'une petite association bénévole, les 3 salariés ont eu des chèques culture cette année pour Noël, en plus des chèques cadeaux. Donc, je pense que c'est important de le dire. Et quelle que soit la taille de la structure, ce type de dispositifs ne sont pas réservés aux CSE, qui effectivement ont historiquement la mission que d'animer les activités sociales et culturelles pour les salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés. Mais pour les moins de 50, il n'y a pas rien. Et c'est souvent, justement, si ça n'est pas plus diffusé, c'est souvent parce que c'est méconnu de la part des employeurs, des employeurs de petites entreprises.
et qui vont plutôt parfois se diriger vers des cadeaux mono-enseignes, alors qu'ils ont la possibilité effectivement par ces chèques culture, chèques lire et tous les dispositifs qu'on développe, de pouvoir accéder et donner justement cette liberté de choix à leurs salariés dans l'exercice qu'ils font de leur pouvoir d'achat avec le sourire. Je retiens ce qu'a dit Nathalie, c'est une belle formule. Merci Arnaud. Alors, c'est vrai que là, l'heure avance, on arrive quasiment à la fin de cet échange. Je regarde vite fait si on a quelques questions encore. Je pense que si elles sont très spécifiques, on leur répondra par écrit, peut-être. Oui, Cédric ? On a peut-être une question qui est récurrente sur les échanges. C'est la question suivante, c'est est-ce qu'on peut dématérialiser aujourd'hui les solutions culture du groupe UP ? Oui, effectivement. On peut dématérialiser les solutions du groupe UP. Effectivement, également le chèque culture et les chèques lire au travers de notre solution 100% dématérialisée qui s'appelle la C-Cadeau Culture, qui va permettre aujourd'hui au CSE de proposer une dotation complètement dématérialisée, axée sur une plateforme culture et loisirs, et qui va permettre aujourd'hui aux salariés de transformer son voucher, son crédit cadeau dématérialisé en chèque culture et chèque lire. Donc, c'est toujours de garder les solutions phares du groupe UP et ou également de pouvoir sur notre plateforme culture loisirs et d'avoir une consommation 100% web, de profiter de notre France Billet derrière, donc de proposer des places de théâtre, des sorties, etc., directement disponibles sur notre plateforme. Mais effectivement, aujourd'hui, on l'a ressenti l'année dernière, donc en 2020, une forte transformation des CSE sur la solution 100% dématérialisée qui aujourd'hui fait face à la grosse problématique du confinement, l'impossibilité de se déplacer. Donc aujourd'hui, le groupe UP a cette solution et permet à toutes les familles de garder le contact avec la culture à domicile. Sur la question, peut-être rapidement, sur la question des médias culturels, c'est-à-dire Stéphane qui dit voilà, une enceinte connectée pour écouter de la musique, mon chèque culture, ça fonctionne pas. Bon. Alors justement, je voulais répondre à cette question. Je pense, enfin, Cédric pourrait le faire aussi bien que moi. C'est un choix délibéré que l'on a fait, puisque pour s'acheter un lecteur Blu-ray, on peut avoir le titre cadeau classique. Qui effectivement va être plafonné. En fait, ce qui est important de signaler, c'est que toutes les solutions du groupe UP correspondent elles ont un objet social bien déterminé. Or, un chèque culture, c'est par définition pour soutenir la culture, comme le chèque lire pour l'accès à la lecture. Si le spectre des produits auxquels on peut accéder au travers de ces chèques est trop large, on va dénaturer l'objet social du titre. Et ce que nous, évidemment, nous ne souhaitons pas, parce que sinon, effectivement, on va créer un débord de consommation vers des produits qui évidemment sont importants pour les salariés, mais qui peuvent s'acheter au travers d'autres chèques comme les chèques cadeaux et qui, eux, sont effectivement plafonnés. C'est important parce que plus le choix plus c'est universel et plus il y a un risque de déperdition et de décorrélation entre l'objet social du titre et son utilisation finale. Et c'est aussi pour ça qu'on a une gamme de produits qui est aussi large. C'est justement pour pouvoir permettre aux élus de CSE ou à l'entreprise d'orienter ce choix et donc au travers de sa politique sociale, vraiment d'orienter l'achat, en tout cas le pouvoir d'achat qu'on confère aux salariés vers un univers que nous souhaitons privilégier et favoriser, et en l'occurrence la culture pour celui qui est concerné. Moi, je voudrais peut-être juste rajouter quelque chose par rapport au chèque lire. C'est ce que vous disiez dans l'aspect social de ces chèques lire. C'est peut-être spécifié sur les talons des chèques que le livre a le même prix partout. Parce que ça, c'est important. Peut-être que, d'abord, on s'aperçoit que beaucoup de gens ne le savent pas. Or, bon, c'est quand même, là, en plus, avec les 40 ans de la loi sur le prix unique du livre, voilà, le fait de mettre peut-être sur vos titres que le livre a le même prix partout, pour des gens qui ne sont pas habitués à acheter des livres et qui disent, ah bah ouais, mais peut-être que si j'allais à la FNAC ou chez Cultura, je les aurais moins chers. En fait, non. Et donc, ça les encouragerait peut-être aussi à prendre des chèques lire et à aller les dépenser chez leur libraire.
On va Alors, Cédric, vas-y, pardon. Je dis on va passer l'info à nos collègues parce que c'est vrai que notamment pour le chèque matérialisé, hein, on a des petits carnets. C'est vrai que ça nous permet souvent de faire passer de l'information de cette nature-là. Et je pense que ça mérite d'être rappelé qu'un livre sur Amazon coûte le même prix que chez notre libraire. alors, ça le mérite d'être rappelé effectivement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les commerciaux aujourd'hui du groupe Up sont quand même experts sur toute la partie culture et sont très engagés. Aujourd'hui, on sensibilise tous les comités socio-économiques sur ce que vous venez de dire. Donc, on les informe aussi également que le prix est identique sur l'ensemble de nos partenaires. Donc, on sensibilise fortement les comités socio-économiques au travers de notre démarche. On les conseille, on les informe, on les aide, etc. Donc, ce qui fait aussi du groupe Up les commerciaux des experts sur le monde de la culture, parce que ça fait aussi partie de notre ADN. Oui, mais moi je parlais justement du final en fait, justement celui qui vient en librairie acheter ses livres, qui effectivement, parce que oui, je suis certaine et je sais très bien que vous portez la bonne parole, mais après peut-être que justement ceux qui nous écoutent peuvent insister sur ce fait-là. Je pense que c'est aussi un des enseignements de cette crise, c'est que la proximité est importante. La proximité, qu'elle soit celle d'une librairie, qu'elle soit celle d'un petit commerçant de centre-ville ou centre-bourg, la proximité d'une association. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est permis par les chèques culture et les chèques lire, c'est cette culture de proximité. Et c'est vraiment une chose que la crise a mis en lumière. Et c'est une chose dont chaque citoyen doit s'emparer parce que il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de formule magique. Notre pays ne va pas devenir tout d'un coup transformé, indépendant, respectueux de l'environnement, etc. Si chacun ne s'y met pas. Et ça passe aussi par la culture. Donc, quand on est un CSE, on peut aussi regarder quelles sont les associations du territoire, quels sont les libraires du territoire et donner aussi une liste peut-être un peu plus locale, on va dire, une couleur un peu plus locale à ce qu'on propose. Proposer effectivement d'utiliser des chèques culture près de chez soi, c'est très bien. Proposer de s'investir dans une association, dans une coopérative près de chez soi, c'est très bien. Il y a plein de choses en réalité que l'on peut faire. Il faudrait qu'on fasse une petite collection de bonnes idées, en fait. Tous ensemble, je pense qu'on en aurait beaucoup avec vous tous. Une petite boîte à idées, des choses qu'on peut faire près de chez soi pour favoriser la culture. Alors, Michel, sur le site de la COVAC. Arnaud, là, je vois la question de Michel. C'est vrai qu'elle nous pose la question par rapport au rôle des communes. Peut-être un petit mot. Est-ce qu'on a quelque chose à partager avec Michel sur ce sujet? Oui, en fait, c'est vrai que c'est un oubli. C'est vrai qu'on est très orienté CSE et relations avec les entreprises, mais on peut pas occulter le fait qu'aujourd'hui, de très nombreuses collectivités locales, hein, d'ailleurs, il n'y a pas que les communes, les régions aussi, et de se doter d'outils, de dispositifs spécifiques. Et d'ailleurs, certaines ont fait appel à nous, notamment pour d'autres solutions. Donc, c'était pas spécifiquement dédié au monde de la culture, comme des chèques d'accompagnement personnalisés, notamment pour toutes les familles qui se retrouvent dans une difficulté importante du fait de l'augmentation du chômage, du fait de la perte de pouvoir d'achat. Et donc, effectivement, le groupe Up a vu son activité à destination des collectivités augmenter de façon très, très importante parce que nous avons cette capacité à pouvoir jouer ce rôle d'intermédiaire entre la commande publique, la collectivité, l'État même, hein, et les bénéficiaires. Donc c'est vrai que ça aurait mérité d'être souligné. Donc je vois donc l'exemple de Michel, c'est la ville d'Orléans qui a doté un fonds de soutien de 250 000 € aux acteurs culturels. Mais je crois que, et heureusement, ce n'est pas une exception. On voit que de nombreuses, soit communes, soit intercommunalités ou communautés d'agglomération, se sont dotées de budgets spécifiques pour soutenir les acteurs locaux de la culture, et ça mérite effectivement d'être souligné. Et on pourrait effectivement imaginer des solutions à court ou moyen terme qui permettent de faire se conjuguer justement ce travail que nous menons avec les CSE d'un côté et les acteurs publics. Je pense que c'est un beau sujet de réflexion qu'on pourrait mener avec Marie-Claire notamment.
Il faut rappeler quand même que les élus locaux, notamment municipaux, intercommunaux, enfin les élus des plus petits territoires, sont les premiers soutiens de la culture d'une manière générale. Ce n'est pas seulement pendant la crise. Évidemment, ce sont les premiers contributeurs. On parle toujours du rôle de l'État ou des régions dans la culture. C'est celui qui se voit, mais en réalité, la culture du quotidien des Français, elle est majoritairement payée par les collectivités territoriales très locales. Donc, certes, et Dieu merci, il nous accompagne en ce moment, mais il nous accompagne tout le temps. Ouais. Bien, mais écoutez, il est 11h, hein, ça fait 1 heure qu'on échange sur ce sujet. On n'a pas vu le temps passer, c'était super intéressant. Merci à vous tous qui avez participé derrière votre écran avec vos questions et vos réflexions. Allez, peut-être pour conclure, un dernier mot, 2021, qu'est-ce que vous souhaitez chacun pour la culture? C'est une vaste question. Moi, je voudrais que chacun, en fait, intègre la culture comme élément vital et chaque matin, en se levant, se dise allez, tous pour la culture. Marie-Claire, peut-être? À titre très égoïste, j'aimerais que les élus nationaux prennent conscience de l'importance de la culture. Mais surtout, je souhaite à tout le monde une année culturelle et solidaire. Arnaud? C'est dur de rebondir après ce que vient de dire Marie-Claire, et moi je dirais que, en tout cas, je pense que du point de vue de notre propre responsabilité, et je parle en tant que représentant du groupe UP, c'est évident qu'on doit tout faire pour, à l'aune des moyens et des responsabilités qui sont les nôtres, d'essayer de trouver des moyens pour que la période que nous avons vécue et que nous allons certainement vivre encore pendant quelques mois ne soit pas fatale pour de nombreux acteurs. Donc, je vois qu'il y a une question, c'est Michel Ray qui dit une prochaine rencontre pour l'interrogation. Ce serait peut-être d'envisager une prochaine rencontre dans laquelle on se contenterait pas de faire des constats, mais aussi de projeter, pourquoi pas, des solutions. Donc, d'essayer d'y associer d'autres acteurs. Et je suis persuadé qu'en fait, c'est par la multiplication des petites solutions très concrètes dans les territoires au niveau local qu'on arrivera à sortir par le haut de la crise dans laquelle on se trouve. Cédric? Je terminerai sur le fait que à notre échelle, on peut tous faire un effort pour accéder à la culture et permettre aussi de donner la possibilité à nos voisins d'y accéder. Mais ce que je peux rêver cette année, c'est que l'accès à la culture s'améliore pour tout le monde, pour toutes les familles. Et aujourd'hui, le groupe UP y contribue fortement. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour la qualité de ces échanges. C'était vraiment un bon moment qu'on a passé avec vous. Et merci à vous, au groupe UP, qui est notre partenaire également de notre magazine Mouvement UP, qui d'ailleurs, je vous l'annonce, va consacrer tout un dossier sur la culture engagée. Ça sera pour notre numéro de juin. Donc voilà, on va essayer de mettre en avant justement tous ces acteurs, parce qu'on a bien compris que le lien social, la rencontre, le fait de partager des émotions ensemble, c'est ça aussi qui fait qu'on fait société et on en a énormément besoin. Donc voilà, on va mettre en avant tout ça dans notre magazine. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je rappelle que c'est ce vendredi, c'est le vendredi la lecture. Donc voilà, vous n'avez pas le choix. Ce soir, c'est pas Netflix, c'est un bouquin que vous aurez entre les mains, j'espère. Merci à tous. Les librairies sont ouvertes jusqu'à 18h. Voilà, jusqu'à 18h. Merci. 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 Au revoir à tous et à toutes.